Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler politique avec l'un de ces anciens acteurs importants, notamment dans les années 90 et 2000. On est heureux qu'il ait accepté notre invitation. Bonjour Robert Hue. Bonjour. Alors, comme à chaque fois dans l'émission, on va revenir sur les grandes dates de votre parcours. Votre engagement politique communiste a été précoce, hein. Je crois que vous le devez à votre famille. Oui, 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 je suis d'une famille de résistants et donc tout jeune, j'ai été engagé dans les combats de la justice sociale dans les années 60 et puis bon, sont arrivées les grandes luttes d'indépendance en Afrique, dans le monde, une soif d'internationalisme m'a conduit à m'engager et surtout dans la période de la guerre d'Algérie où Oui. j'étais très jeune, j'avais 16 ans, mais quand j'ai participé à un certain nombre de manifestations avec le Parti communiste, avec la CGT et d'autres, notamment la manifestation de Charonne, j'y étais, cette fameuse manifestation contre l'OS où il y a eu à Paris, Hmm. avec le préfet Papon, des morts à Paris. Eh bien, là, j'ai décidé d'entrer dans la vie politique plus active. J'ai adhéré aux jeunesses communistes. Voilà. Et par la suite, donc ça a été facile pour vous d'obtenir vos premiers mandats locaux dans le Val d'Oise? Enfin, c'est pas un problème de facilité parce que je n'ai jamais été élu ailleurs que dans mon lieu de naissance, c'est-à-dire Oui. dans le Val d'Oise, Montigny-les-Cormeilles, la ville dont je suis devenu maire. J'avais à peine 30 ans, 29 ans, je crois. Et donc, je suis resté 32 ans maire de cette commune. Avant moi, mon père avait milité dans cette ville et mon grand-père, un vieux cheminot socialiste qui a adhéré au Parti communiste après le congrès de Tours. Voilà, c'est une histoire simple, militante, et puis bon, qui est fondée sur un esprit qui dans la famille était la justice, la soif d'émancipation, d'une famille ouvrière. Hein. Oui. Mes parents étaient ouvriers. Bon, j'ai pas un grand mérite. Hein. Je suis devenu communiste comme on va chercher de l'eau à la fontaine, disait Picasso. Oui. Bah, c'est un peu ça, moi. Et alors au sein du parti, c'est la confiance de Georges Marchais envers vous qui va vous faire acquérir des responsabilités donc dans ce parti. Oui, mais bon, j'ai été très longtemps hors de la direction du parti et Mhm. j'étais comme maire, j'étais bon militant, mais bon ensuite, oui, c'est avéré que j'ai été élu à la direction du Parti communiste et dans son fameux bureau politique Mhm. dès la fin des années 81. Et là ensuite, j'ai succédé à Georges Marchais. Ça a été une surprise pour beaucoup, Oui. pour moi le premier. Et donc quand vous prenez le secrétariat national du PCF en 94, est-ce que vous aviez déjà en tête votre plan de mutation du parti? Ah oui, 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 vous bien saviez sûr. déjà, oui, ce que Oui, vous vouliez. j'étais, je ne connaissais pas Georges Marchais. Hein. Je ne fréquentais pas, si je puis dire. J'étais membre du comité central. J'étais président de l'association des élus communistes. C'est à ce titre-là, à mon avis, que il s'est avéré que pour l'équipe sortante autour de Georges Marchais, bon, bah, c'était bien qu'il y ait quelqu'un de nouveau qui n'était pas dans l'appareil. Moi, j'étais pas Oui, vraiment dans l'appareil. oui. Hein. Hmm. J'avais pas de bureau place du colonel Fabien quand je suis devenu Hmm. dirigeant du parti. En 1995, il y a votre première élection présidentielle. Comment vous la vivez? Bah, quelque chose de majeur. Hein. Je suis élu depuis à peine un an et je conduis cette campagne présidentielle. C'est une campagne qui, avec les institutions de la Ve République, est une campagne majeure. On le voit bien encore aujourd'hui, plus que jamais. Et à l'époque, je m'engage dans une campagne tambour battant avec un discours qui apparaît à l'opinion neuve, puisque au bout du compte, j'ai un résultat de près de 9% à la Oui. présidentielle de 95, ce qui est important puisqu'il est en progression sur nos précédents résultats et surtout Hmm.
Entre-temps, il est arrivé quelque chose de majeur, c'est-à-dire il y a eu l'effondrement de l'Union soviétique. En 1997, vous êtes élu député. C'était une évidence pour vous l'idée de la gauche plurielle autour de Lionel Jospin? C'est même moi qui l'ai proposé. Ah oui. Le mot de gauche plurielle, c'est moi qui l'ai employé le premier. Oui. C'est une période où il faut s'unir dans l'identité de chacun. Hein. C'est pour ça que je ne préconise pas un candidat unique de la gauche aux élections présidentielles. Je suis moi-même candidat à 2 reprises. 2002, ça n'a pas été la meilleure année de votre vie politique? Ça a été la mauvaise année de tout le monde, Oui. Sauf de Le Pen. Hein. Oui, c'est vrai. 2002, je fais un score qui est réduit de moitié, mais Jospin, qui s'attendait à être élu au deuxième tour et passer haut la main le premier tour, ne le passe pas. Et en plus, on est dans une situation où Le Pen se retrouve au deuxième tour. C'est une élection qu'on met entre parenthèses. Ah oui, bien sûr. Alors, votre dernier mandat a été celui de sénateur, de 2004 à 2017, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous retiendrez de ces mandats au Palais du Luxembourg? C'est un mandat parlementaire qui est un mandat important. Et c'est une chambre qui joue un rôle important. J'y ai tenu ma place de sénateur, avec une volonté néanmoins de toujours rester attaché au terrain. Alors, Robert Rue, vous avez sorti il y a quelques jours un livre, Manifeste contre une maladie oubliée. Parlez-nous de cette maladie génétique ignorée d'une partie de la planète. Écoutez, vous savez, la première chose que je dis au fond de notre entretien qui est sympathique, c'est de dire l'engagement ne doit jamais s'arrêter. On ne peut pas être engagé dans la vie politique et quand elle s'altère, il faut savoir en tirer les conséquences et s'engager pour la vie. Donc, je me suis engagé pour une maladie génétique. Pourquoi je me suis engagé? Pour des raisons qui tiennent en quelque sorte mon imaginaire, ma conscience. J'ai été très jeune lié à la vie de soignant, puisque mon métier d'origine, ça a été pendant 10 ans d'être infirmier hospitalier. J'aurais voulu être médecin, mais comme j'étais d'une famille ouvrière, la barre était un peu haute. Mais en tous les cas, je me suis passionné pour la santé. Après, mes premiers pas, ça a été des pas pour les luttes de libération en Afrique, puis l'apartheid contre lequel j'ai lutté. Et là, c'est mon contact avec l'Afrique, avec Mandela, que j'ai rencontré plusieurs fois, et à son invitation d'ailleurs, et qui m'a conduit à voir la place que pouvait prendre l'engagement pour ces grandes questions de santé. Et j'ai découvert, je connaissais cette maladie, la drépanocytose, c'est une maladie terrible. C'est une maladie qui est une mutation génétique du sang. C'est la première maladie génétique au monde. C'est-à-dire qu'en gros, si on ne progresse pas sur cette maladie, tous les éléments qui touchent aux pathologies et font appel à la génétique n'avanceront pas, y compris ce qui se passe avec le coronavirus ou avec d'autres virus, celui de la malaria ou d'autres. Donc, j'ai cherché à comprendre pourquoi on ne s'occupait pas de cette maladie. J'ai découvert une chose simple, c'est assez brutale, c'est qu'en fait, c'est une maladie qui touche à 80% l'Afrique, malgré que ce soit la maladie la plus importante au plan génétique au monde, et on s'en intéresse pas. En plus, c'est une maladie génétique, c'est-à-dire qu'on ne l'attrape pas. Vous voyez bien ce qui est fait à propos du coronavirus, et c'est légitime ce qui est fait. Mais il faut savoir que, par exemple, cette maladie, elle touche 15 millions de personnes en Afrique. Le sida en touche 25 millions. C'est donc presque la même chose. Or, on ne connaît pas cette maladie. Il y a un rapport déficitaire de 1 à 1000 en moyens financiers mis à cette maladie. Et elle entraîne la mort, des morts considérables. Il y a 200 000 morts par an de cette maladie en Afrique, dont 100 000 enfants. Il faut donc mettre la lumière sur cette maladie. Et moi, j'ai un âge où je ne m'engage plus dans les campagnes électorales, je me suis dégagé de la vie politique, mais je pense que je peux apporter quelque chose dans cette mobilisation massive pour sortir cette maladie de l'oubli. Et donc, j'ai créé une ONG internationale il y a 3 ans, qui s'appelle DREP Afrique. On peut aller sur le site de DREP Afrique, drep.afrique, et
avec cette association et les plus éminents professeurs africains et européens, nous engageons une campagne pour deux choses. En juillet prochain, nous ouvrirons un centre de formation des médecins africains à la drépanocytose parce qu'ils ne sont pas formés. Et donc, nous formons dans les années qui viennent 1 millier de médecins et de soignants en Afrique. Et deuxièmement, nous nous battons pour obtenir l'accès à un médicament qui est très connu ici, mais qui coûte peu cher en Occident, mais qui est inatteignable pour les populations pauvres en Afrique. Vous voyez, c'est ça s'engager. Vous savez, l'engagement, c'est vivre en quelque sorte. Hein. C'est donner un sens à sa vie. Et c'est pas parce qu'on ne court plus après dans la bataille politicienne d'une grande médiocrité, il faut bien le dire, à bien des égards. C'est pas parce qu'on n'est plus dans cette bataille politique qu'on ne peut pas s'engager pour des grandes causes. L'autre défi, c'est le climat, ce que vous voyez par ailleurs. Donc ces deux grands défis, le réchauffement climatique, ses conséquences et la nécessité d'avancer sur les grandes questions sanitaires qui sont essentielles pour la planète, voilà c'est ça qui va faire l'avenir des grandes questions politiques au sens noble. Dans mon livre chez Fayard, qui s'appelle Manifeste pour une maladie oubliée, il est préfacé par mon ami Eric Orsona, que vous connaissez naturellement. Et dans cette préface, parlant de mon comportement aujourd'hui, il dit, vous savez, on lui pose la question, mais Robert Hue, il dit oui, vous savez, on ne change pas, c'est ce qu'on dit en Afrique, on ne change pas les rayures du zèbre. Et la continuité de mon engagement, elle est là. On ne changera pas mes rayures. Eh bien, un grand merci Robert Hue d'avoir joué le jeu de l'émission. Je suis sûr que ça aura intéressé nos auditeurs et à très bientôt. Merci beaucoup.